En mai dernier, à l'anniversaire de ce bon Nicolas Mérieux, j'ai rencontré ce gars, Charles. Un mec bon, déjà grave intéressant et cool, et qui en fait, en plus de ça, est en quelque sorte le grand reporter de Brut. En gros, tout ce qui touche aux zones sensibles, conflits humanitaires, c'est pour lui, et il a déjà un beau palmarès à son actif. Mossoul, Ouganda, Sud-Soudan, Palestine, vous devriez voir son passeport, c'est littéralement n'importe quoi. Enfin bref, à la suite de la soirée, on s'était dit qu'on bosserait ensemble, qu'il y avait des trucs à faire. Mais à aucun moment, quand mon téléphone a sonné un mois plus tard, je ne m'attendais à ça. Ouais, vieux, ça va? Yes, et toi? Ça va, je te dérange pas? Non, t'inquiète, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, tu serais dispo la semaine prochaine pendant 4-5 jours à peu près? Ouais, donne-moi 1 heure et je vois ça, mais enfin, sûrement pourquoi. Écoute, il se passe un truc très grave au Tchad et ça pourrait être intéressant. Ok, je t'écoute. Bon, commençons par le commencement, le contexte, ça fait jamais de mal. Le Tchad, c'est ce pays de près de 15 millions d'habitants en pleine zone du Sahel et dans lequel tu rentres un peu plus de 2 fois la superficie de la France. Et à ce propos, c'est justement une ancienne colonie de l'empire colonial français, devenue indépendante en 1960, ce qui explique qu'on y parle un arabe un peu modifié et notre langue. Enfin, en tout cas pour les populations les plus éduquées ou dans l'administratif, style le gouvernement. Et puisque je vous parle de lui, sachez que le Tchad est officiellement une république. Et à ce fait, il y avait l'investiture du président le 8 août dernier juste après notre tournage. Bah ok, t'emballes pas, dans les faits, le président ça fait depuis 1990 qu'il est au pouvoir. 27 ans, et je pense pas trop prendre de risques en affirmant que c'est pas juste dû à une politique exemplaire. Son nom c'est Idriss Déby. Quand il a pris le pouvoir, c'était avec notre soutien, on y avait sûrement un intérêt. Il faut croire qu'il y a rapidement pris goût et a fait en sorte de consolider sa place, mais bien quoi, il a verrouillé toutes les écoutilles. Disons que les mystérieuses disparitions d'opposants ça le connaît. Ou dans sa nouvelle constitution mise en place en avril dernier, plus de premier ministre. Nickel, c'est vrai comme dit l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Non en vrai, je le trash talk un peu parce que bon, déjà oui, c'est pas un tendre, mais il est quand même vu comme l'homme fort africain contre le terrorisme. Et y a de quoi, faut dire qu'autour du Tchad, c'est pas mal le bordel, aussi bien en Libye qu'en Centrafrique ou au Darfour, ça se tire dessus. Et le Tchad, en plus d'avoir une armée assez solide, accueille la plus grosse base française dans la région. Et puis pour le moment, honnêtement, personne ne semble vraiment bon remplaçant derrière lui. Puis son prédécesseur, il s'est nabré dans le style violent et il était déjà très haut placé. Alors pour maintenir son état à flot pendant un certain temps, Déby pouvait compter sur des réserves de pétrole immenses trouvées en 2003 sous le sol tchadien. Et ça a marché pendant un moment, lui permettant de mener ses combats et développer son économie comme il l'entendait. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et à miser gros sur le seul pilier de l'or noir, le coup était risqué. En 2014-2015, le cours du pétrole se casse la gueule et le système public tchadien avec. Dès lors, c'est la fête, suppression progressive des aides, augmentation des taxes, et quand toutes les réserves de l'État sont à sec, c'est les fonctionnaires qui voient leur salaire impayé pendant plusieurs mois. Déby tentera bien de les rassurer, mais face à l'échec de ses promesses, les grèves commencent à se multiplier depuis début 2018. Le pays tourne au ralenti, les chantiers s'arrêtent net, le système de santé est à terre. Et c'est dans ce contexte précis que j'ai rejoint une mission d'urgence de Médecins sans frontières pour aider l'ONG africaine Halima et les centres de soins encore actifs de la capitale, N'Djamena, pour lutter contre la malnutrition infantile sévère, aiguë, qui explose en conséquence cette année dans le pays. Charles et moi serons accompagnés d'Anaïs, chargée de communication pour MSF, sans qui nous n'aurions sûrement pas eu tous ces accès. Parce que ce que vous allez voir n'est évidemment pas ouvert au public. On est resté en tout 3 jours et on a pas mal bougé en pick-up entre les différents QG des médecins, et je vais essayer de vous la faire dans l'ordre chronologique parce que c'est ce qui sera sûrement le plus parlant. Dans l'idée, au Tchad à l'heure actuelle, quand une mère, parce que c'est souvent les mères qui s'occupent de ça, constate que son enfant ne va vraiment pas bien, souffre, qu'il est très faible et potentiellement en danger de mort, les options ne sont pas légion. Soit le laisser mourir à domicile, ce qui est inquantifiable mais malheureusement se fait. Il en faut bien conscience et surtout parce qu'elles ne se rendent pas compte de l'état du petit ou juste qu'elles n'ont pas la connaissance de l'existence de solutions. Soit justement l'amener dans un centre de santé comme celui de Ndiari, un des 6 d'ailleurs aidé par l'ONG Halima. Et là quand on arrive c'est abusé. Des dizaines et des dizaines de mamans seules avec leurs très jeunes enfants, les frères et les sœurs qui attendent que les plus petits soient consultés. Quoique là encore, dans ce centre, l'ambiance reste assez détendue, l'image est forte, lourde c'est vrai, mais des enfants plus âgés, sûrement accompagnant quelqu'un ou juste qui traînent ici d'ennui, sont un peu partout et eux, ils sont plus enclins à jouer avec toi. Les blancs, d'autant plus avec un appareil qui les filme, c'est pas ce qui court le plus, parce que pas grand monde parle de ce qui se passe là-bas. Alors ils sont curieux et surtout ils nous ont grave aidé à briser la glace, faire un pont avec certaines mamans qui pour tuer l'ennui se sont prises au jeu de nous présenter leur progéniture. Bon, revenons au vif du sujet. Après parfois plusieurs heures d'attente, lorsque t'es appelé, le centre de soins va établir un rapport poids-taille en fonction des critères de référence de l'OMS. Si c'est possible aussi, commencer à essayer de diagnostiquer la présence ou non de complications supplémentaires, d'éventuelles maladies en fait. Les petits sont tellement faibles concrètement que la moindre gastro peut être fatale très rapidement. Ensuite, lorsqu'un enfant est mal en point mais ne présente pas de complications en plus ou d'état plus critique que ça, il passe dans ce qu'on appelle l'ambulatoire. En gros, il sera approvisionné en plum peanut, c'est une sorte de pâte d'arachide enrichie fournie par les ONG, rentrera chez lui avec sa maman et reviendra au
centre de santé régulièrement. En moyenne, ça dure pendant 6 à 8 semaines pour voir comment sa situation évolue. Et pour les autres, c'est là que ça devient beaucoup plus sport. Jusque-là, ils étaient envoyés dans un des plus grands hôpitaux de la ville, l'hôpital Tchatchine, ou aussi appelé hôpital de la Liberté. Il a ouvert une section contre la malnutrition infantile sévère aiguë depuis 2003, mais depuis quelques années, la demande a augmenté tellement rapidement que malgré de nouvelles extensions, ils se sont retrouvés submergés. Le centre MSF est un projet ouvert en urgence. Quand nous y sommes allés, ça faisait à peine une semaine que tout était opérationnel, et encore, ils ont mis que 10 jours à tout construire, c'est assez impressionnant. En gros, c'est réparti en 3 fois 3 tentes, mais attends, pourquoi je t'explique tout ça en fait? J'ai fait des stories sur place, va les voir, ça sera 1000 fois plus simple. On a donc 3 tentes, la première qui est ici, ce sont ceux qui sont donc dans des états très critiques. La deuxième qui est là, ce sont ceux modérément qui commencent à s'en sortir, et celle qui est tout au fond, c'est ceux qui vont pas tarder à quitter le camp. Au total, aujourd'hui, le centre a une capacité d'accueil de 150 lits. Et 2 baraquements en dur sont en plus en train d'être construits. Et faut avouer, ça peut faire plutôt agréable vu comme ça. Un coin toilette, de quoi laver les vêtements, et même quelques poules qui se baladent, soi-disant pour effrayer les serpents. Et pourtant, littéralement 3 minutes après la story que vous venez de voir, alors que je plaisantais avec des mamans, Charles est passé en coup de vent me dire de baisser d'un ton. Un petit était déjà en train de lâcher prise. Si vous vous étiez habitué à l'ambiance du centre d'à côté d'Alima, ici, c'est une toute autre histoire que j'ai à vous raconter. Petit au sol, médecin à leur poste et 20 longues minutes de réanimation. Je me rappellerai longtemps du regard des mamans, perçant et si résigné. La sonnerie régulière de l'appareil à oxygène, les consignes du médecin, la chaleur, l'odeur. Le petit ne reviendra pas. C'est ça la réalité tchadienne aujourd'hui. Celui que vous avez vu pratiquer la réanimation, c'est Thomas. Le gars a déjà connu très dur, ce qui explique probablement son sang-froid impressionnant. À l'heure de ma visite, c'était lui le responsable du centre et le seul expatrié de toute l'équipe soignante. En réalité, en fait, à part lui, quasiment toute l'équipe employée par MSF sur la base est tchadienne. Ça peut paraître anodin, mais en réalité c'est grave bien et ultra important à souligner. L'essentiel de leur travail au jour le jour, à part ces réanimations d'urgence, c'est un suivi en profondeur des enfants, et aussi une préparation du lait 8 fois par jour pour les nourrir. Parce que ça me fait penser que je vous ai pas réellement expliqué ce qu'était la malnutrition en fait. Enfin, celle dont on parle ici. En gros, la malnutrition sévère aiguë. C'est la pire forme de malnutrition qui soit. Les petits entre 0 et 5 ans ont besoin de beaucoup plus d'apport énergétique que durant tout le reste de leur vie. Et quand ce besoin n'est pas satisfait, ils s'affaiblissent énormément, leurs organes vitaux perdent en efficacité progressivement, ils tombent dans un espèce d'état semi-léthargique et tout peut basculer très vite. Il en existe 2 types. Le marasme où les petits apparaissent très amaigris et la peau flétrie, en gros on dirait des petits vieux, et le kwashiorkor qui se caractérise par l'apparition d'œdèmes sur le corps. Vous vous souvenez toutes ces chaînes de like Facebook horribles sans aucune légitimité avec des enfants affamés en photo genre lâche un like égale un bol de nourriture pour cet enfant? Bah les petits que vous voyez sur ces images, ce sont ceux qui sont ici. La malnutrition sévère aiguë est encore responsable d'environ 35% des décès des moins de 5 ans dans le monde. Bon mais d'où viennent tous ces enfants alors? En passant en voiture plusieurs fois par jour devant les 2 centres, on voyait tout le temps ces bidonvilles sur le bord de la route, à côté de marécages formés lors de la dernière saison des pluies. En vrai, si la malnutrition est tellement grave qu'elle touche toutes les classes sociales, une bonne partie de ces rejetons ne sont quand même pas issus des familles les plus riches. Alors après quelques demandes, le fils du chef du quartier, c'est le doyen en gros, a gentiment accepté de nous faire visiter un peu les allées de tôle. Ce que vous allez voir là n'est malheureusement pas un cas unique à N'Djamena. Ce camp s'étend sur quelques centaines de mètres. On a demandé des chiffres concrets et ils estiment à environ 315 le nombre de petites maisons faites de tôle et de paille qui y sont construites. Certaines accueillent entre genre 3 et 4 personnes, d'autres à partir de 10 et plus. Ce qui est sûr, c'est que plus de 1500 personnes vivent dans une extrême pauvreté ici. Et on est dans une capitale, pas au fin fond de la Cambrousse, c'est ce qui est vraiment abusé. Et comme c'est en pleine ville, je vous laisse imaginer la violence qui peut avoir lieu ici. Cette grand-mère voulait absolument témoigner, je crois qu'elle parlait de ça. Puis c'est sans parler des déchets brûlés, pourris et fermentés qui traînent par terre, c'est du pain béni pour les maladies pour se répandre. Et encore, dans leur peine, ils ont la chance d'avoir 2 puits pour de l'eau. Mais tous ne sont pas nés ici. Certaines mères nous ont expliqué que les récoltes étaient tellement mauvaises ces 2 dernières années que leurs maris ont décidé de tenter leur chance en ville en pensant trouver du travail. Mais en arrivant, avec la situation dans laquelle était le pays, ce n'est que la misère qui les attendait. Sauf qu'en plus, maintenant, ils n'avaient même plus de bétail ou de champs pour subvenir à leurs propres besoins minimums. Ah oui, et si vous voyez tout le temps des gamins de vol objectif, c'est que vous l'aurez compris,
compris. Une fois que j'avais fait rigoler un petit et montrer la caméra, les autres ont beaucoup trop pris la confiance et j'avais ma petite escorte partout où j'allais. En gros, j'ai complètement fait l'appât pour que Charles et Anaïs puissent bosser tranquille. Ils écoutent rien, répètent tout ce que tu dis, m'ont fait dire des conneries apparemment que les traducteurs ont pas voulu m'expliquer. Non, de vrais morveux, mais de bons morveux. Non, en vrai, ils étaient adorables. On arrive déjà au troisième et dernier jour durant lequel on a été faire ces plans-là, de l'hôpital Tchatchine dont je vous ai parlé au début, et on a encore passé une grosse partie de la journée au centre de MSF. Et ça faisait 3 jours qu'on n'arrêtait pas d'aller et venir. Les mères s'habituaient doucement à notre présence et à force d'échanges de sourires, à leur montrer ce qu'on filmait, certaines ont commencé à être plus détendues, à bien vouloir montrer leurs petits et nous parler. Alors, j'ai pu capturer quelques images. ومرضانا ده اكل كل ما تاكل شراب كل ما تشرب وخلاص بقي مرنكي اي بس خلاص دينا جبنا العلاج الناس يعالجوا علينا يبقى خير خلاص ندور العافيه بس هسه شيء خير. Non, c'était très agréable d'interagir avec elles. Toutes ont des parcours différents. Toutes sont des femmes tellement fortes. Mais vous commencez à comprendre. Dans ce monde-là, les moments de légèreté appellent à quelque chose de bien plus sombre dans les instants qui suivent. Charles avait fait une interview du médecin durant l'examen de cette petite fille, Awa. Rare enfant accompagné uniquement de son papa d'ailleurs. Très fragile, mais l'examen s'est parfaitement déroulé. Jusqu'à ce que Patient, le médecin qui va reprendre la charge du centre dans quelques semaines, ne vienne et constate une anomalie dans sa respiration. Awa n'avait même plus assez de force pour digérer le lait du matin et était entrée en état de choc. Encore une fois, en l'espace de 72 heures, un autre enfant était sur le fil. Et là, tout ce que tu peux faire, c'est attendre. Attendre et espérer que ça aille. Pour cette fois, Patient et son équipe ont réussi à nettoyer l'estomac de la petite et la stabiliser. Une toute petite victoire dans cette immense galère. Voilà, je n'ai jamais vraiment fait de reportage avant cette vidéo. Je n'avais non plus jamais été sur ce continent. C'était une expérience enrichissante, certes, mais dure et quelque part tellement touchante. Je remercierai jamais assez Charles qui fait un travail extraordinaire, brut aussi pour couvrir des sujets ignorés des autres grands médias, et évidemment MSF et Halima qui luttent sur place pour sauver tous ces enfants d'une mort quasi certaine. Alors s'il n'y avait qu'une seule chose à en retenir, ça serait celle-ci. En 2018, on meurt encore de faim. Mais pas question de manque de nourriture, de sécheresse sans précédent ou d'une quelconque raison naturelle. Non, mais bien de l'homme et de l'échec d'une économie. Parce que d'autres hommes privilégient l'argent au bien-être des enfants de leur pays.